Bonjour, bienvenue dans votre rendez-vous santé. Les allergies, qu'elles soient respiratoires, alimentaires, médicamenteuses, professionnelles, ne cessent de croître. L'OMS annonce pour 2050 que la moitié de la population sera victime d'allergies. Alors pourquoi une telle augmentation et que peut-on faire? Nous en parlons avec nos invités. Docteur Ariane Nebni, vous êtes bienvenue. Vous êtes allergologue à l'hôpital Robert Ballanger et à l'hôpital Armand Trousseau, notamment en pédiatrie, bien entendu, et plutôt spécialisé dans les allergies dites alimentaires. Docteur Pascal Bouziki, alors vous êtes allergologue à Paris, à l'hôpital d'instruction des armées Percy et expert auprès de la Cour d'appel de Paris. Exactement. Alors, on va voir pourquoi ces allergies ne cessent d'augmenter, mais avant tout, qu'est-ce que c'est qu'une allergie ? Alors, je crois que vous avez raison de planter le décor dès le début, parce que le terme allergie est un terme assez galvaudé qui tend aujourd'hui dans la population générale à être assimilé à intolérance. On est allergique à son chat, à son chien, mais au stress, à son travail, à son patron, etc. Au boulot. Au boulot, voilà, ça c'est ce qui fait toujours beaucoup rire en consultation. Donc, je pense qu'il faut voir les choses de la manière suivante. On a un système immunitaire qui nous prémunit des agressions extérieures, bactéries, virus, parasites. Il peut arriver que ce système immunitaire se trompe d'objectif et finalement finisse par reconnaître une substance qui est extérieure à nous et une substance qui n'est pas agressive, par exemple son chat. Et une fois cette substance... rappelons que ce n'est pas le chat, ce sont les protéines de la salive du chat. Exactement, de la salive, des larmes, enfin disons des sécrétions, des sécrétions du chat, pour le chat en particulier. Donc, une fois que cette substance est reconnue par l'organisme, elle va entraîner un certain nombre de symptômes. Ce qu'il faut bien comprendre, je pense, pour entamer notre discussion, c'est qu'il y a deux phases. Il y a une phase dite de sensibilisation qui peut durer des semaines, des mois, voire des années, pendant laquelle l'organisme apprend à reconnaître une substance étrangère. Et pendant cette phase, il ne se passe rien. Des mécanismes biologiques se mettent en place, il ne se passe rien. Et ensuite apparaît, en général assez brutalement, une phase dite allergique, c'est-à-dire une phase avec des symptômes, où là, le contact avec l'allergène en question va entraîner des symptômes dont tout le monde a entendu parler, une rhinite, un asthme, un eczéma. Voilà, ça peut être donc des allergènes par voie respiratoire, mais ça peut être aussi des allergies de contact, ça peut être évidemment des allergies alimentaires. En fait, une personne qui est allergique, c'est quelqu'un en fait qui reconnaît une molécule qui a priori n'est pas agressive, n'est pas nocive pour lui, comme quelqu'un d'étranger. Et quelqu'un très allergique, c'est quelqu'un qui se méfie de tous les corps étrangers, enfin qui considère que tout corps différent du sien est étranger finalement. Alors tout, je dirais pas ça. C'est-à-dire qu'en général, on n'est jamais allergique à tout. C'est-à-dire qu'on est allergique à certaines substances. Par le passé, Ariane ne me contredira pas, quand on faisait des tests, on trouvait souvent chez des patients une très grande majorité de tests positifs. On disait ces patients ils sont polysensibilisés, voire polyallergiques. Maintenant, grâce à la biologie moléculaire et à des techniques plus récentes, on sait différencier les patients qui sont réellement, je dirais, sensibles à beaucoup de choses et ceux qui ne se sensibles qu'à très peu de choses. Juste précisons la différence entre une sensibilité, une allergie et une intolérance. Voilà. Rapidement. Très rapidement, on est sensibilisé quand on a des tests positifs. On fait des tests cutanés, des tests biologiques. Ils sont positifs. On trouve des anticorps, par exemple, de type allergique contre le chat. On est sensibilisé au chat. Pour qu'on décide qu'on est allergique, il faut qu'il y ait des symptômes. D'accord. Ensuite, tout ce qui est le terme intolérance est un terme, je dirais, un petit peu à part, dans lequel les mécanismes qui sont mis en œuvre dans les pathologies allergiques ne sont pas impliqués. Et c'est un terme beaucoup plus générique qui montre qu'on ne supporte pas, si vous voulez, tel ou tel produit. Là, ça nous emmènerait peut-être un petit peu trop loin. On est allergique ou on le devient ? Alors, je dirais, on le devient. C'est-à-dire que l'allergie, finalement, c'est la rencontre d'un terrain génétique qui s'y prête, un terrain génétique, je dirais, propice à la sensibilisation, et d'un environnement. Mais enfin, on sait quand même que quand on a un parent allergique, on augmente le risque, deux parents allergiques, alors là, on le multiplie. Ça, c'est la génétique, ça. Voilà. Donc, on a quand même ce terrain propice, et ensuite, c'est l'environnement qui change et qui vient... Exactement. Par exemple, j'ai un terrain allergique, mais je n'ai jamais rencontré de chat de ma vie, je ne peux pas être allergique au chat. D'accord. Voilà. Il faut un certain temps de contact pour pouvoir devenir allergique, mais ils font les bons gènes aussi.
Alors pourquoi cette augmentation qui est absolument dingue, et puis en plus on nous prévoit vraiment la moitié de la population allergique en 2050 dans les populations occidentales, rappelons-le. Il y a moins d'allergies dans d'autres pays. C'est dû à quoi? C'est dû à l'industrialisation? C'est dû à la pollution? Voilà. Donc bon, Pascal en a parlé, c'est l'environnement. On est dans un environnement où il y a de la pollution intérieure, pollution extérieure. Oui, on dit qu'il y a plus de pollution intérieure d'ailleurs que de pollution extérieure. Ouais, elle est différente surtout. Elle est différente. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes produits, mais elle a forcément un impact au niveau de l'organisme et elle va favoriser forcément les allergies. Ensuite, bien Pardonnez-moi, on revient donc. Pollution intérieure, c'est quoi? C'est le tabac, ce sont les acariens du matelas, ce sont... Alors ça, c'est pas une pollution, c'est l'allergie, les acariens. Les chauffages. Il y a le système de chauffage peut-être, il y a les peintures, il y a les produits utilisés à l'intérieur, les sprays qu'on peut utiliser à l'intérieur. On a beaucoup parlé des bougies, des ambiances. Absolument. Ce sont des molécules diffusées dans l'environnement intérieur qui vont favoriser et l'asthme et les allergies. Donc, quand on est allergique, on essaye d'éviter tout ça. Donc, pas de bougie d'ambiance, pas d'encens, pas de spray. On fait attention à toutes ces choses-là. Pollution extérieure, donc on le disait, pourquoi ça augmente? Parce que la pollution augmente. Oui, puisque l'allergie existe essentiellement dans les pays industrialisés, vous l'avez dit. Et donc, dans les pays industrialisés, la pollution est là, aussi bien avec le tabagisme. Le tabagisme aussi passif chez la mère qui attend un bébé peut jouer un rôle, bien sûr, ce d'autant quand il y a des facteurs génétiques associés. Donc ça, on le sait, ça a été démontré. Là, donc c'est le printemps. On a parlé des allergies au boulot, mais c'est vrai que donc là, c'est pas une question, c'est une question d'environnement aussi. Mais là, c'est pas une question de pollution réelle, c'est quelque chose de naturel. Enfin. Alors l'allergie au boulot, oui, mais elle a quand même énormément augmenté. Et cette allergie au boulot, on sait qu'elle a été favorisée, pas qu'au boulot, mais bien sûr à tout type de pollen, par la pollution. La pollution va favoriser. Donc, ça a été synergique. Donc c'est une synergie avec les pollens. Dans les facteurs de l'augmentation, on a aussi beaucoup parlé de l'hygiénisme, du fait d'avoir, par exemple, d'être moins malade grâce aux vaccinations. Et on peut dire grâce, d'avoir supprimé beaucoup de maladies. Et on a dit que c'était ce qui pouvait peut-être expliquer, être une des raisons de l'augmentation des allergies. Vrai ou faux? Oui, il y a des études épidémiologiques qui ont montré que la diminution des grandes maladies infectieuses avait effectivement favorisé dans les mêmes régions l'augmentation des allergies. Maintenant, je pense qu'on a encore besoin d'autres études épidémiologiques beaucoup plus importantes pour pouvoir prouver ce fait. On a aussi beaucoup parlé de l'allaitement qui protégerait, je le dis au conditionnel, des allergies. Vrai, faux? Oui, vrai. L'allaitement est maintenant nettement recommandé. Il est recommandé avec une diversification précoce entre 4 et 6 mois chez les nourrissons. Et oui, c'est notre conduite, c'est notre ligne de conduite actuelle de proposer un allaitement et une diversification précoce pour éviter trop d'allergies par alors là aussi, vous parlez de la diversification précoce. C'est à partir de quel âge Entre 4 et 6 mois. Entre 4 et 6 mois, on peut commencer à diversifier l'alimentation, ce qui pourra le protéger. C'est ce que vous disiez, c'est en fait la mise en contact finalement avec l'allergène le plus précocement possible qui pourra l'immuniser, qui pourra faire qu'il le reconnaîtra mieux et pas comme un ennemi. Voilà, probablement. Mais bon. Ça, ce sont les dernières recommandations. Ce sont les dernières recommandations des sociétés savantes et nous appliquons ces recommandations face aux études faites qui sont quand même de belles études et de grandes études sur grandes populations. On a aussi beaucoup parlé, mais là on en parle beaucoup en ce moment, du microbiote. Un effet sur l'allergie ou pas? Il semble avoir un effet. Il a été étudié énormément, non pas chez l'homme, mais chez la souris. Mais c'est vrai que le microbiote, on en parle aussi dans beaucoup d'autres maladies chroniques. Il semblerait effectivement qu'un microbiote efficace puisse faire que l'allergie ne se développe pas. Et donc, on va dans cette voie-là sur les prochaines études. D'accord. Alors, que peut-on conseiller aux personnes qui seraient allergiques, qui présenteraient une allergie respiratoire? Déjà, les petits conseils pour la maison, pour l'extérieur, se laver les mains, se laver les cheveux quand on rentre le soir, si on est allergique au pollen de bouleau, de cyprès, etc. Pensez à se laver les cheveux tous les soirs, se laver les mains souvent. Je dirais déjà dans l'allergie respiratoire, il y a 2 grands types d'allergènes. Vous avez des allergènes dits perannuels qui sont là toute l'année, des acariens, des chats, des moisissures par exemple, et puis vous avez des pollens, des allergènes saisonniers. Donc c'est vrai que les conseils ne sont pas les mêmes
même en fonction des allergènes. Si on parle des acariens qui représentent une grande partie des allergènes, ce sont ces charmantes impliqués, petites bêtes qui sont partout. voilà, ce sont des animaux microscopiques qu'on trouve essentiellement dans la literie, qui se nourrissent de peau morte, hein, et que vous avez obligatoirement, même si vous faites le ménage, dans votre matelas, dans votre oreiller, qui adore la laine, hein, donc il ne faut pas de couverture en laine, par exemple, demander un conseil, qui adore la plume, et il ne faut pas d'oreiller en plume. Donc les conseils, c'est d'aérer, c'est d'avoir... Mais d'aérer, si dehors il y a des pollens, c'est pas top non plus. Oui, mais les acariens sont là toute l'année. Alors, il n'y a pas des pollens toute l'année, hein. Ils n'aiment pas non plus l'humidité. Donc, c'est vrai qu'on a incriminé, par exemple, le choc pétrolier, vous voyez, de 73, avec les mesures d'économie d'énergie, où on n'ouvrait plus, on n'aérait plus la literie comme on le faisait avant. On a incriminé cette nouvelle habitude de vie comme étant favorisante pour le développement des acariens, parce que le taux d'humidité l'hiver ne baissait pas comme quand on ouvre la fenêtre. Donc, il faudrait aérer, faire baisser le taux d'humidité, faire le ménage, éviter les pièges à poussière, la moquette, les pluches dans la chambre des enfants, oui, par exemple. Des sols plats qu'on puisse aspirer. Voilà, alors il ne s'agit pas de dormir dans un bloc opératoire, si vous voulez, mais quand même d'essayer de faire la chasse à la poussière au maximum. Bon, ça c'est valable, je dirais, pour les acariens. Le principe est un peu le même aussi pour le chat. Il ne faudrait pas laisser rentrer le chat dans la chambre. De toute façon, on peut avoir de chat quand on est allergique au chat, ça paraît. Oui, mais comme je vous disais tout à l'heure, comme le temps de sensibilisation peut être important, assez souvent les gens ont un chat et deviennent allergiques secondairement. Donc ça, je dirais, c'est pour les allergènes pérannuels. Maintenant, pour les pollens, je dirais c'est difficile parce qu'on ne peut pas s'arrêter de respirer en période pollinique. Donc, effectivement, on peut prendre une douche, se laver les cheveux, etc. pour éliminer les pollens. Il y a une chose qui est étonnante, c'est que on le voit, c'est en augmentation, et pourtant c'est assez banalisé. Les personnes attendent en moyenne 7 ans, les personnes allergiques attendent en moyenne 7 ans avant de consulter. Oui. Donc pourquoi c'est rien, c'est une allergie, quoi, c'est un truc banal, alors que ça peut évoluer vers des choses beaucoup plus graves. Oui, c'est probablement multifactoriel. Le premier facteur, c'est que très souvent, ça commence quand même par une pathologie relativement bénigne. Oui, le nez qui coule, une rhinite, etc. Et donc le premier réflexe, c'est d'aller chez le pharmacien. Vous savez que maintenant, les antihistaminiques sont délistés, comme on dit, c'est-à-dire vous pouvez acheter un antihistaminique en pharmacie sans ordonnance. Donc il y a moyen, je dirais, de commencer à se traiter sans aller voir le médecin. Ensuite, on sait, les études ont montré ça, que très souvent, les gens vont voir leur généraliste, qui leur prescrivent des traitements anti-allergiques. Mais ces traitements qui sont symptomatiques n'empêchent pas, je dirais, la progression de la maladie. Et en particulier, par exemple, la progression de la rhinite vers l'asthme. 30% des gens qui ont une rhinite allergique évoluent vers l'asthme. Donc, c'est généralement quand la maladie progresse et devient plus sévère qu'à ce moment-là, les gens consultent un allergologue. Enfin, en même temps, quand on voit les chiffres, on est un petit peu inquiet parce qu'un allergologue pour 17 000 personnes allergiques, je crois que la profession a encore du travail à faire. Je sais qu'ils sont en train de travailler là-dessus, mais contrairement à nos confrères, nos voisins européens, je crois que pour 15 pays, c'est déjà une spécialité reconnue, enfin, spécialité à part entière. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas en France, mais vous y travaillez, je crois. Oui. Je voudrais qu'on revienne aux allergies alimentaires, puisque c'est un petit peu votre spécialité. Elles aussi, elles sont de plus en plus fréquentes. Alors là, ça vient de quoi? Ça vient du fait que maintenant, on mange des kiwis, de ce qu'on n'en mangeait pas avant, des fruits exotiques, une alimentation différente. Ça vient de ça ou d'autres choses? Peut-être d'une alimentation différente au cours des dernières décennies. Fort probablement que l'épigénétique a joué un rôle important dans le développement des allergies alimentaires, ça c'est sûr. Que l'environnement joue un rôle également. Que pendant la grossesse et à la naissance, il y a aussi un rôle là de l'environnement et de la génétique. Et puis, c'est vrai qu'il y a de nombreuses années, la diversification était plutôt tardive. On diversifiait plutôt vers l'âge de 8 mois, 9 mois, 1 an. J'étais conseillée à cet âge-là. On a rebroussé chemin. On est dans une diversification beaucoup plus précoce parce qu'il y a un grand nombre d'études qui montrent que de diversifier beaucoup plus tôt réduit l'allergie. Donc voilà. Donc on en est là pour le moment. Donc, que faire? Je sais que vous avez monté des ateliers d'éducation, mais ça, tout le monde n'y a pas accès. Non. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est d'éduquer les enfants allergiques dès tout petits, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait aussi une très mauvaise observance des traitements. Donc, de les éduquer tout petit, parce qu'on sait que ça peut être grave aussi, une allergie alimentaire. Oui, ça peut être grave. Si vous acceptez un produit auquel vous êtes allergique, ça peut avoir des conséquences. Oui. Donc, ce sont des ateliers comme ça qui forment les enfants? Oui. Alors d'abord, il faut déjà diagnostiquer l'allergie alimentaire. À bon escient, tout à l'heure, Pascal parlait des sensibilisations. En matière d'allergie alimentaire, elles sont extrêmement nombreuses.
Et elles entraînent des évictions à outrance. Ouais. Et donc, du coup, ce qui est extrêmement important, c'est de faire le diagnostic de la vraie allergie alimentaire pour déjà réduire l'impact sur la qualité de vie des parents et des enfants. Ensuite, effectivement, il faut une prise en charge adaptée et l'éducation thérapeutique ici va jouer un rôle extrêmement important pour parler avec les parents et pour les éduquer, pour éduquer les familles à ce qui c'est que de ne pas manger un aliment dans la vie courante. Parce qu'il y a l'école, il y a la garderie, il y a les sorties, il y a les anniversaires, il y a les fêtes de famille. Et effectivement, comme vous l'avez dit, l'allergie alimentaire, c'est quelque chose qui peut être extrêmement grave. Et donc, pour éviter les accidents, l'éducation thérapeutique est extrêmement importante dans tous les centres et elle est pratiquée en général dans tous les centres qui s'occupent des allergies alimentaires. Quand on dit que c'est extrêmement grave, ça peut le devenir. Attention, il ne faut pas non plus faire l'anxiété. Je vois que vous êtes venu avec quelque chose alors là, dont il me semble très important de parler. Oui. Ce sont les stylos injecteurs d'adrénaline. Oui. Donc, il y en a 3. Pourquoi 3 ? Oui, il y en a 3, parce que c'est les 3 sur le marché. C'est les 3 disponibles actuellement sur le marché. Alors, rappelons que lorsque l'on fait une allergie comme ça, ce qui peut arriver, c'est que les vaisseaux deviennent plus perméables, donc le liquide sort des vaisseaux, les bronches se referment, c'est tous les problèmes respiratoires, les difficultés respiratoires. Et donc là, il faut agir vite pour permettre aux gens justement que la tension ne baisse pas, qu'ils arrivent à respirer. Et donc, on injecte de l'adrénaline, mais ça a toujours fait peur aux gens. Pourquoi ? Parce que c'est une piqûre, simplement. Puis l'adrénaline, le mot adrénaline fait peur. Ce qu'il faut dédramatiser, c'est déjà le mot adrénaline. L'adrénaline, c'est le plus puissant anti-allergique dont nous disposons. Nous en sécrétons nous-mêmes. Donc, quand vous êtes sur votre voiture et que vous ratez une priorité à droite et que vous freinez, vous vous êtes fait un petit shoot d'adrénaline. Voilà. Et donc, du coup, l'adrénaline en soi n'a pas d'effet délétère chez l'enfant. Et si elle est faite alors qu'il ne fallait pas la faire, il ne se passe rien de grave. Donc, c'est pas grave du tout. Ce n'est pas grave. Rappelons que on se pique. Oui, je peux montrer. Donc, du coup, si on prend un des stylos, je prends un au hasard. Et donc, on déclenche. On va se piquer ici au niveau de la cuisse et on appuie. Même à travers les vêtements. On laisse agir en général 10 secondes, entre 10 et 20 secondes, c'est en général mieux. Et puis on enlève, on masse et on fait le 15. Alors pourquoi on fait le 15 ? Pas parce qu'on a injecté l'adrénaline, je tiens à le dire, tout simplement parce qu'il existe des réactions en 2 temps. Et que pour prévenir la survenue d'une réaction en 2 temps, il faut que l'enfant soit surveillé quelques heures. D'accord. Voilà. Donc l'idée, c'était aussi de dédramatiser ces fameuses injections d'adrénaline. Même si le produit, d'ailleurs, même s'il a dépassé la date de péremption, n'hésitez pas à l'injecter aussi, car on a vu malheureusement des cas où les gens n'injectaient pas parce que la date n'était plus bonne. Il faut absolument agir. Là, évidemment, ce petit geste simple peut sauver des vies. Donc il faut absolument dédramatiser. Et on n'injecte pas simplement quand il y a ce qu'on appelle le choc anaphylactique, qu'on a tendance à appeler comme ça, parce qu'il y a une chute tensionnelle. Le choc anaphylactique est simplement un des signes de l'anaphylaxie. Donc, si vous savez que vous êtes allergique, que ce soit à certains allergènes alimentaires ou aux piqûres de guêpes, de venin, d'abeilles, de guêpes, n'hésitez pas à avoir ce stylo toujours sur vous. Bien sûr, on pourrait parler des heures de l'allergie. Il y a beaucoup de choses à dire. Enfin, des traitements existent, la recherche avance. Je crois qu'il y a des nouveautés, on espère, pour bientôt. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup. Merci à vous. Et maintenant, nous passons au Zoom Santé. Docteur Olivier Dubois, bienvenue. Alors, un tout autre sujet. Vous êtes psychiatre, vous êtes médecin thermal et vous dirigez les thermes de Saujon qui sont spécialisés dans les troubles anxieux, c'est ça ? Oui, exactement, les troubles anxieux. Donc, les termes de Saujon, je crois que vous êtes là-dedans dans ce qu'on appelle le thermalisme psychiatrique depuis 160 ans ? Oui, c'est une histoire de famille. C'est une histoire de famille. Puisque mon arrière-grand-père est le premier de notre histoire à avoir mis ça en place. Donc, racontez-nous un petit peu la spécificité de ces termes. Alors, si vous voulez, on ne voit que des patients finalement qui présentent des troubles anxieux, qui sont très fréquents. Ça touche à peu près 4 à 5% de la population générale. C'est un trouble qui est handicapant, puisque les gens sont fatigués, angoissés, ont des troubles de concentration, dorment mal la nuit, ils ont beaucoup de fatigue. Et donc, pour ces gens-là, souvent, la solution habituelle, c'est de donner des médicaments. On le sait bien, la France est premier consommateur de médicaments anxiolytiques. Et on sait que ça ne résout pas tous les problèmes
loin s'en faut. Et c'est vrai que les médecins sont souvent un peu en difficulté par rapport à ces patients face auxquels ils n'ont pas toujours des solutions. Donc c'est ces patients qu'on accueille dans notre centre parce que... Mais vous les accueillez pour qu'ils se relaxent, qu'ils aillent bien ou... Bien sûr qu'ils se relaxent et qu'ils aillent bien, car souvent ils ont beaucoup de mal à se relâcher naturellement. C'est leur grande difficulté. Les anxieux, ils ne se relâchent pas. S'ils étaient capables de se relâcher, ils ne seraient pas anxieux. Donc leur anxiété leur empêche de se relâcher. Donc on les aide à se relaxer, bien évidemment, à la fois par l'eau qui est très sédative et très détendante. Il y a aussi tout un aspect symbolique, etc., de l'eau qui doit jouer aussi, bien sûr. Et puis il y a bien sûr l'environnement qui est créé autour du patient et qui fait que ça se passe très très bien pour lui. On peut dire que vous avez quand même tout de même fait des études dont justement Stop TAC, Stop aux troubles anxieux, qui ont été validés, randomisés, validés. Donc c'est quelque chose de sérieux. Et il y a, je crois, 8 psychiatres dans votre établissement. Donc on est pris en charge. Quels sont les principaux troubles que vous prenez en charge ? On parle de sevrage de benzodiazépines. Alors l'anxiété a été validée par une étude scientifique sérieuse. Le sevrage des benzodiazépines a été mis en place. On a un protocole validé également avec des résultats. 60% des patients ont réduit d'au moins 50% leur médication. On a vraiment de très très bons résultats. Et on s'occupe aussi des douleurs chroniques, fibromyalgie. On s'occupe également de la prévention dépressive, du burn-out. On a beaucoup de patients qui viennent en situation de burn-out, qui viennent faire des séjours de 3 semaines avant d'éventuellement d'avoir une maladie plus grave qui les amènerait à être hospitalisés. On est un peu, si vous voulez, entre la médecine ambulatoire et la médecine hospitalière. Vous voyez, quand on n'est pas bien de manière chronique, mais qu'on n'est pas encore en état, heureusement, d'être hospitalisé. Écoutez, merci d'être venu nous en parler parce que c'est quelque chose qui n'est pas très connu. Donc on peut arriver à soulager les troubles anxieux et diverses pathologies. On a eu 44% d'effets supérieurs par rapport aux médicaments de référence dans le trouble anxieux. Félicitations. Avec un résultat valable sur 6 mois. Merci beaucoup, merci d'être venu nous en parler. Merci à vous de nous avoir suivis et restez avec nous. L'info continue sur LCI.